Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une vision du succès qui nous vient tout droit du 19e siècle. Oui, un véritable voyage dans le temps. On a mis la main sur des extraits d'un livre de 1878, Success and Life and How to Secure It, par un certain William D. Owen. Un titre un peu... Un peu pompeux, oui, on peut le dire. Voilà. Et la mission qu'on s'est donnée, c'est de décortiquer cette recette du succès vieille de presque 150 ans. Elle est basée sur le caractère, la volonté. La discipline. Exactement. Et de voir comment ça résonne aujourd'hui à l'ère des life hacks, de l'innovation rapide. Alors, est-ce que c'est complètement dépassé ou est-ce qu'il y a une sagesse à redécouvrir? C'est la grande question. En lisant ça, on a l'impression d'entrer dans l'éthique victorienne à son maximum. L'idée que on peut se sculpter soi-même par la pure force de sa volonté. Et le livre est rempli d'exemples d'hommes éminents. C'est ça, le message est martelé. La grandeur, ce n'est pas un don du ciel, c'est une construction. Patiente. D'accord. Et pour commencer cette construction, le livre s'attaque tout de suite à un mythe tenace, celui du génie inné. Mhm. L'auteur affirme que beaucoup de grandes figures historiques n'étaient pas du tout des prodiges dans leur jeunesse. Il cite Daniel Webster. Un grand homme d'État américain. Oui, et il était, je cite, peu enclin à l'étude. D'autres sont même décrits comme ayant des esprits torpides, carrément lents. Ça casse l'image, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nie pas le talent précoce. Il parle de William Cullen Bryant, qui a écrit un poème célèbre à 16 ans. Thanatopsis. Voilà. Mais il le présente comme l'exception. Le vrai message, c'est que le succès qui dure, c'est le fruit d'une détermination acharnée. C'est la persévérance qui compte. Et là-dessus, il y a une anecdote qui est juste incroyable, celle de Benjamin Disraeli, Ah, le cas d'école. qui deviendra Premier ministre du Royaume-Uni. Son tout premier discours au Parlement, c'est un fiasco monumental. Un fiasco total. La Chambre des communes l'accueille avec des ricanements, des moqueries, au point qu'il peut même pas finir sa phrase. C'est l'humiliation absolue. N'importe qui aurait abandonné. Bah oui. Mais lui, non. Il se serait tourné vers l'Assemblée et aurait lancé cette phrase, devenue célèbre: « Je me suis lancé plusieurs fois dans bien des choses et j'y ai finalement réussi. Je vais m'asseoir maintenant, mais le temps viendra où vous m'entendrez. » La classe. C'est une promesse en fait. Une promesse faite à lui-même, devant tout le monde, et il a tenu parole. Il s'est mis au travail, il a étudié, il a pratiqué l'art oratoire sans relâche. L'échec a été son point de départ. C'est fascinant. C'est l'ancêtre du growth mindset, de la grit. L'idée que le talent n'est pas fixe. Absolument. Le livre le dit très bien. Un génie pour l'effort persistant est la meilleure forme de génie. Il va même jusqu'à parler de drudgery, qu'on pourrait traduire par corvée, labeur ingrat. Exactement. C'est l'idée qu'il faut aimer le processus, même les parties ennuyeuses. On est loin du mythe de l'inspiration qui tombe du ciel. Il donne l'exemple d'Isaac Newton. Il aurait réécrit sa chronologie 17 fois. 17 fois, quand même. Ou Molière qui pouvait passer des jours sur une seule rime. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pratique délibérée. Je comprends le principe, mais est-ce que ça ne glorifie pas un peu une forme de souffrance au travail? J'ai l'impression que si on n'en baffe pas, on fait rien de bien. C'est une excellente question et très moderne. Et pour être honnête, le livre n'a pas cette nuance. C'est un produit de son époque. L'effort est une vertu morale, point. D'accord, pas de place pour le burn-out. Pas du tout. La corvée forge le caractère. Il n'y a pas de compromis là-dessus. D'accord. Donc il faut s'acharner. Mais cet acharnement, il doit bien être alimenté par quelque chose, j'imagine. La volonté. C'est le deuxième grand pilier, le willpower, la puissance de la volonté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne la voit pas comme une qualité innée, mais comme un muscle qui se développe. Face à l'adversité. Souvent, oui. L'exemple donné est celui de Charles XII de Suède. Au départ, un jeune roi décrit comme frêle et vacillant. Pas vraiment un guerrier, donc. Non. Mais quand une coalition attaque son pays, il se transforme. La nécessité le change en un personnage d'acier. Il abandonne tout luxe, il vit comme un soldat. La pression a forgé en lui une volonté de fer. C'est une histoire forte. Mais la volonté seule, est-ce que ça suffit? On peut vouloir très fort quelque chose et ne jamais agir. Et c'est là qu'il lie la volonté à une autre qualité, la décision, la capacité à trancher, vite et fermement. Sans ça, la volonté est stérile. Et là, il y a une autre anecdote. Bien sûr. Celle de Thémistocle, le stratège athénien, avant la bataille de Salamine. Les Grecs sont en infériorité numérique, les chefs sont divisés. La situation classique avant une grande bataille. Oui.
Thémistocle veut attaquer tout de suite. Mais le commandant en chef spartiate n'est pas d'accord. Il s'énerve et il lève sa canne pour frapper Thémistocle. Ah oui, quand même. Et là, Thémistocle, sans ciller, lui dit « Frappe, mais écoute-moi ». Cette assurance, cette décision face à la menace, a tellement impressionné tout le monde que son plan a été adopté. Et ce fut une victoire écrasante. C'est la confiance absolue en son jugement. Et j'imagine qu'il montre l'inverse, l'échec de ceux qui ne décident pas. Exactement. Il y a un portrait au vitriol de l'écrivain Thomas de Quincy. C'est le génie paralysé. Un érudit absolu, une mémoire encyclopédique. Le genre de personne qui sait tout sur tout. Oui, un esprit décrit comme un vaste magasin admirablement agencé. Ça me fait penser à quelqu'un aujourd'hui qui aurait 300 onglets ouverts sur son navigateur. Il maîtrise son sujet, mais il commence jamais à écrire sa thèse. C'est exactement ça. Une paralyse par l'analyse. De Quincy a passé sa vie à planifier des œuvres monumentales qu'il n'a jamais commencées. Son savoir était immense, mais son impact minime. C'est une leçon assez brutale. Ok, donc persévérance, volonté de faire, capacité de décision. Mais si on applique tout ça dans la mauvaise direction, ça reste un gâchis. Est-ce que le livre parle du choix de sa voie? Oui, et c'est le troisième grand thème. Choisir une profession en accord avec ses inclinations naturelles. C'est une idée étonnamment moderne. Il faut s'écouter en somme. C'est ça. Il dit qu'un étudiant va être attiré par la géologie, un autre par la grammaire. Il faut écouter cette petite voix parce que forcer sa nature, c'est une recette pour l'échec. Et bien sûr, il y a une anecdote pour ça. Évidemment. Celle de Lord Chesterfield, un aristocrate obsédé par l'élégance. Il a passé des années à essayer de faire de son fils un homme du monde raffiné. Avec les meilleurs tuteurs, j'imagine. Oui, Résultat? un échec total. Son fils est resté misérablement rude. La conclusion de l'auteur est sans appel. On ne peut pas sculpter un chêne pour en faire un saule. C'est l'idée du connais-toi toi-même. Et j'imagine que si on suit sa nature, on a plus de chances d'avoir confiance en soi. C'est le lien direct que fait le livre. Il parle de self-trust et self-reliance. Et là, il célèbre les self-made men, ceux qui sont partis de rien. Comme Abraham Lincoln, le fendeur de rails. Oui. Ou Henry Wilson, un cordonnier devenu vice-président. Mais l'exemple le plus puissant, et de loin, c'est Frederick Douglass. Un ancien esclave devenu un immense orateur. Mais oui, et le livre prend le temps de mesurer son ascension. Il utilise une comparaison saisissante. Pour un enfant blanc pauvre, le chemin pour devenir président est immense. Mhm. Mais pour Douglas, le chemin pour simplement atteindre le point de départ de cet enfant blanc, eh bien c'était encore plus long et plus difficile. Il n'est pas parti de zéro, mais d'en dessous. Son succès est un témoignage extraordinaire de confiance en ses propres capacités. C'est incroyablement puissant. Ça remet les choses en perspective. D'accord, donc on trouve sa voie, on a la confiance, mais comment on tient sur la durée? Comment on transforme ça en habitude? C'est le dernier volet, et peut-être le plus pratique, les habitudes fondamentales. La première, c'est la culture, mais pas au sens où on l'entend. Pour lui, c'est un apprentissage continu. Rester un étudiant toute sa vie. Et là aussi, un exemple qui frôle l'extrême, celui de William Cobbett. Qui a commencé comme simple soldat. Il a appris la grammaire anglaise, seul, dans sa caserne. Au milieu du bruit, des distractions. Oui, et pour s'acheter de l'encre et du papier, il devait économiser sur sa paie, donc sacrifier une partie de sa nourriture. C'est une image presque douloureuse de la soif d'apprendre. Ça montre une détermination, presque surhumaine. Et j'imagine que cette culture permanente est liée à la gestion du temps. Directement. C'est la deuxième habitude, l'utilisation méticuleuse des moments perdus. Chaque minute compte. On retrouve William Cullen Bryant. Il était rédacteur en chef d'un grand quotidien, un travail très prenant, et pourtant, il a continué d'écrire de la poésie. Oui, pendant ce que le livre appelle les minces interstices de temps que son travail lui laissait. Il y a une métaphore très visuelle là-dessus dans le livre, qui m'a vraiment marqué, celle de la monnaie des États-Unis. Ah oui, elle est formidable. L'auteur raconte qu'on a décidé de nettoyer le toit de l'hôtel de la Monnaie à Philadelphie. Pendant des décennies, de fines particules d'or s'étaient déposées partout. Échappée des cheminées. Voilà. Les ouvriers ont donc tout balayé, tout nettoyé dans les moindres coins. Ils ont même brûlé leurs vieux balais pour récupérer la moindre poussière. Et le résultat? De cette poussière, ils ont récupéré de l'or pour une valeur de plusieurs milliers de dollars. Le message est limpide. Comme ces fragments d'or, chaque fragment de temps, chaque minute perdue, si elle est bien utilisée, peut construire une vie réussie. C'est une discipline de vie totale. Ce qui explique cet adage cité à la fin, un cerveau oisif est l'atelier du diable.
C'est le cœur de sa philosophie. Le succès, ce n'est pas un coup de chance. C'est le résultat mécanique d'une accumulation de milliers de petites habitudes, de petits efforts, répétés jour après jour. Alors si on essaye de synthétiser, la persévérance l'emporte sur le génie. Cette persévérance est alimentée par une volonté de faire et une capacité à décider. Et tout ça doit être appliqué dans une direction qui correspond à notre nature profonde, ce qui nourrit la confiance en soi. Et le tout est soutenu par des habitudes de discipline quasi monacale. Apprendre constamment et utiliser chaque seconde. C'est exigeant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce livre est un produit de son temps, c'est clair, avec ses exemples exclusivement masculins, sa foi presque aveugle dans l'individu. Mais ce qui reste interpellant, c'est cette idée que le succès n'est pas une question de chance. C'est le résultat d'un caractère. Un caractère qu'on forge soi-même. Et pour conclure, ça nous amène à une dernière réflexion en fait. Le livre s'appuie massivement sur les biographies d'hommes illustres, présentées comme des modèles, des sources d'inspiration. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, où des vies réussies sont mises en scène en permanence, quel rôle l'observation de la vie des autres joue-t-elle pour nous? Est-ce que c'est encore une source d'inspiration, comme le pensait l'auteur, ou est-ce que c'est devenu avant tout une source de pression, de comparaison qui finalement nous paralyse?